Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, ministre de l'économie, des finances et du budget, était aujourd'hui dans les locaux de la Direction générale du budget et des finances. Le chef du gouvernement a profité de l'occasion pour connaître les outils essentiels de gestion et prendre le pouls du fonctionnement de cette direction. Il séjourne depuis quelques temps en France. Le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, et François Deluga, le président du Centre national de la fonction publique, viennent de signer un accord de coopération pour le renforcement des capacités des collectivités territoriales. Le ministre de l'Agriculture, Mamadou Sangafoua Koulibaly, récemment en visite au Maroc, et son homologue marocain ont signé un accord de partenariat dans le secteur agricole. Cet accord concerne le domaine de la recherche agronomique, de la mécanisation et la réhabilitation des pistes agricoles. L'actualité à l'étranger est marquée par le meurtre ce mercredi d'un jeune Palestinien après celui de 3 Israéliens. Mohamed Abou Der, âgé de 16 ans, a été kidnappé alors qu'il faisait du stop dans le quartier de Shoafat à Jérusalem-Est. Ce sont les titres. Bonsoir et bienvenue dans ce journal. Le Premier ministre, ministre de l'économie, des finances et du budget, a effectué aujourd'hui une visite dans les locaux de la Direction générale du budget et des finances. Daniel Kablan-Duncan a pu prendre connaissance des outils essentiels de gestion de la Direction générale du budget et des finances, en présence du ministre chargé du budget et des directeurs généraux et centraux du département. Le chef du gouvernement a félicité la direction pour le travail abattu. Gabriel Zani. La Direction générale du budget et des finances, visitée ce mercredi 2 juillet par le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. Une visite débutée aussitôt par des séances de travail avec des présentations d'outils de gestion de la direction. Des outils qui favorisent la transparence et l'efficacité des procédures budgétaires. C'est le lieu de vous assurer de l'engagement et de la disponibilité totale de l'ensemble de ce personnel à vous accompagner pour la réussite de la haute mission que le chef de l'État a bien voulu vous confier. Le ministre chargé du budget, quant à lui, compte aller plus loin pour atteindre les objectifs assignés à la Direction générale du budget et des finances. Le ministère auprès du Premier ministre chargé du budget, à travers la Direction générale du budget et des finances, est engagé dans un vaste programme de réforme budgétaire dans le cadre de la gestion axée sur les résultats, avec la mise en place des budgets programmes. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, ministre de l'économie, des finances et du budget, est satisfait du travail abattu par la direction. Mais pour atteindre les objectifs du gouvernement, il a demandé à la direction de veiller au respect strict de l'orthodoxie budgétaire. Relativement à votre mission de contrôle, j'insiste sur les réformes judicieuses à conduire pour assurer un contrôle efficient des dépenses publiques afin que par la mise en œuvre de nouveaux mécanismes, l'État ne paye que la bonne dépense et que toute tentative de fraude soit enrayée et sanctionnée conformément aux textes réglementaires en vigueur. Les finances publiques seront assainies de plus en plus, selon le directeur général de la Direction du budget et des finances. Au total, 3 outils de gestion ont été présentés au Premier ministre, à savoir le système intégré des marchés publics, le système intégré de gestion budgétaire et le sol en 2000. En visite en France, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, et François Deluga, président du Centre national de la fonction publique territoriale, ont procédé à la signature d'un accord de coopération pour le renforcement des capacités des collectivités territoriales. Fruit de cette signature, la création d'un centre de formation pour les agents. Cet accord vient en prélude à la 5e édition du Forum de l'action internationale des collectivités. Abou Sanougou. Le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, et le président du Centre national de la fonction publique territoriale, procédant à la signature d'un accord de coopération pour le renforcement des capacités des collectivités territoriales ivoiriennes, et ce, par la création d'un centre de formation pour les agents. Ce rendez-vous va marquer des progrès que nous souhaitons accomplir dans le domaine de la formation des agents dédiés à la décentralisation. Pour nous, Africains, c'est encore une priorité avérée de ce que la décentralisation peut être un véritable raccourci au développement. C'est donner légitimité aux populations de choisir leurs dirigeants par la gouvernance locale. J'ai foi en ce que l'Afrique peut faire des progrès
grâce à la décentralisation. Selon François Delouga, président du Centre national de la fonction publique territoriale, ce partenariat vise à appuyer la Côte d'Ivoire en vue de combler le déficit en la matière. Nous sommes là en soutien, en appui et surtout pour répondre à la demande qui est faite par le gouvernement de Côte d'Ivoire. Il y aura aussi des échanges de cadres qui pourront venir ici, qui pourront aller dans les collectivités. Nous pourrons envoyer également un certain nombre de nos experts pour aider au montage de ces projets et la création en particulier du centre de formation de la Côte d'Ivoire pour les agents locaux. Présente à cette signature d'accord, une délégation de l'Assemblée des régions de Côte d'Ivoire, conduite par son président Jano Aoussou Kouadio, et l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire, aussi conduite par son président Gilbert Kafana Koni. Nous allons pouvoir tirer avantage, profit de ce centre qui va aller enseigner en Côte d'Ivoire pour former le personnel des régions, des districts et des communes. Le Forum de l'Action internationale des collectivités se tiendra le jeudi 3 et vendredi 4 juillet au Palais des Congrès de Paris. Il permettra d'amplifier la coopération internationale à destination des collectivités territoriales ivoiriennes sur plusieurs sujets, entre autres le développement économique local, les services publics de proximité et les actions en faveur de la jeunesse. Le renforcement des relations entre la Côte d'Ivoire et la Guinée était au centre des travaux du comité de suivi de la Grande Commission mixte de coopération entre les deux pays, des travaux ouverts ce matin à Abidjan. Les experts qui prennent part à la rencontre vont examiner une vingtaine de projets d'accord. Ils vont également tenter de mettre en place des partenariats dans divers secteurs d'une part et de mener des actions communes d'autre part. Abou Sanougou. Réunis à Abidjan, les experts du comité paritaire de suivi et d'évaluation de la deuxième session de la Grande Commission mixte ivoiro-guinéenne vont mener des discussions qui vont permettre d'identifier les chantiers de développement et les rendre opérationnels. Je souhaite que tous nos travaux soient sous-tendus par l'idée du renforcement de la fraternité et de la coopération afin de donner la chance à nos populations liées par l'histoire, la géographie et la culture, d'entretenir et de continuer à entretenir des relations de paix et de solidarité agissantes pour la prospérité de nos nations. Cette rencontre vise à mettre en place des partenariats dans divers secteurs et de mener des actions communes allant dans le sens du renforcement des relations entre les deux pays et du bien-être de leur population. Ce comité de suivi constitue pour nos deux pays le meilleur cadre pour rappeler les décisions et recommandations en question, évaluer le niveau de leur mise en œuvre, identifier les obstacles à rencontrer et procéder aux ajustements nécessaires. C'est mû par la volonté d'insuffler une nouvelle dynamique aux relations entre la Côte d'Ivoire et la Guinée que le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, et son homologue de la Guinée, Alpha Condé, ont convenu de réactiver la Grande Commission mixte de coopération. Cette réunion s'achève ce jeudi. Les opportunités de coopération bilatérale entre la Côte d'Ivoire et le Maroc en matière d'agriculture ont été débattues au cours d'une rencontre entre le ministre ivoirien de l'Agriculture, Mamadou Sangafoua Koulibaly, en visite officielle dans le royaume chérifien, et son homologue marocain Aziz Akhanouch. Les échanges se sont soldés par la signature d'un nouvel accord de coopération en révision de l'accord de coopération agricole signé en 2004, toujours en vigueur, avec notamment l'élargissement au domaine de la recherche agronomique, de la mécanisation et la réhabilitation des pistes agricoles. Jean-Jacques Kwame. C'est à Rabat ce mardi, au siège du ministère de l'Agriculture et de la Pêche maritime, que cette convention a été signée entre l'État de Côte d'Ivoire, représenté par le ministre de l'Agriculture Koulibaly Sangafoua et son homologue du Royaume du Maroc. Cette convention vient actualiser l'ancienne qui date de 2004. Elle prend en compte, entre autres, l'aménagement hydro-agricole, l'assistance technique par la formation des cadres, la recherche agronomique, la commercialisation et la subvention des produits agricoles. L'objectif est de renforcer la coopération agricole entre la Côte d'Ivoire et le Maroc. Le Maroc et la Côte d'Ivoire ont des expériences à partager. Notre pays est un pays à vocation agricole qui a assez son développement sur le secteur agricole. Et ces 10 dernières années, le Maroc a fait d'énormes progrès dans tous les domaines, notamment dans le secteur agricole avec le plan Maroc vert.
Nous pensons que ce sont deux États qui peuvent avoir une collaboration fructueuse en matière de production, de transformation et de commercialisation des produits agricoles. Cette relation agricole, de manière à susciter plus d'échanges au niveau de l'investissement, mais également d'échanges au niveau de la formation, au niveau des intrants et également au niveau commercial. Je pense que ce sont des grands chantiers qui vont être ouverts par Monsieur le ministre et moi-même et sur lesquels on va travailler. Un comité a été mis en place pour suivre l'exécution de cet accord. Avant la signature, la délégation ivoirienne a échangé avec les experts de plusieurs structures agricoles du Maroc. Le PNUA, Programme national d'investissement agricole, n'a pas été oublié. Ce mercredi, le ministre de l'Agriculture était face aux investisseurs marocains pour vendre la destination Côte d'Ivoire dans le domaine agricole. Passage réussi car les opérateurs économiques marocains ont souhaité une visite de terrain en Côte d'Ivoire pour toucher du doigt les différentes opportunités d'investissement. Le gouvernement veut professionnaliser la filière avicole. 3 ans après l'opération de recensement des professionnels de la filière initiée en 2011 par le ministère des Ressources animales et halieutiques, comment se porte le secteur et quelle est sa place dans l'économie? Des éléments de réponse vous sont fournis dans ce dossier de l'économie signé Francis Boifou. C'est connu. De plus en plus, la viande de volaille fait partie des habitudes alimentaires des populations ivoiriennes. Dans les fermes, propriétaires et employés sont à la tâche, soucieux d'approvisionner le marché. Mais ils sont confrontés à de nombreuses difficultés. L'approvisionnement en poussin d'abord. De 2, la production en aliments. La qualité n'y est pas. Ça tue les poulets, 2 fois la croissance n'y est pas. Bon, ça agit sur l'économie. À Yopougon, kilomètre 17, ce sont des éleveurs aussi inquiets que nous avons rencontrés. Nous n'avons pas de bonne route. Et ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème aussi, c'est sur le marché. Vraiment, les œufs, vraiment, on a des moments, on a la difficulté à évacuer. Le gouvernement fait déjà beaucoup, mais je veux qu'il fasse quand même un peu plus pour nous aider. Au niveau de la fiscalité, ça fait des années qu'on a demandé à l'État de nous accorder quand même certaines faveurs pour qu'on puisse s'en sortir du trou. Mais jusqu'à présent, on est quand même imposé au même titre que les grandes entreprises industrielles. Vraiment, ça nous pénalise beaucoup. À ces problèmes s'ajoute le financement des aviculteurs. La banque ne nous donne pas des prêts. Notre doléance, c'est que l'État nous aide à trouver de l'argent pour continuer effectivement à faire notre travail comme il se doit. Concurrence déloyale, cherté des aliments, problème de financement. Autant de difficultés qui entravent le bon fonctionnement de la filière avicole. Il faut réagir et vite. C'est alors que le gouvernement initie en 2011 le plan stratégique de relance de l'aviculture. Pour sa mise en œuvre, il faut des indicateurs, notamment le nombre d'éleveurs, d'industriels, de particuliers et une cartographie de la filière. Ainsi est lancée l'opération de recensement national des professionnels de l'aviculture, RNPA. 3 ans après, voici les résultats. Nous avons géoréférencé, c'est-à-dire mis sur carte avec des coordonnées géodésiques 1771 élevages, dont la capacité minimale installée est autour de 8 millions de têtes de volailles. Nous avons aussi géoréférencé 17 industriels et 998 revendeurs et vendeurs de produits avicoles. 1771 éleveurs. Et aujourd'hui, avec ce recensement, ça nous permettra de voir quelle quantité de poussins, c'est-à-dire de reproducteurs, que nous pouvons mettre en place pour satisfaire le besoin des éleveurs. Également disponible, la base de données du système de gestion statistique, la cartographie et le document de définition du professionnel du secteur avicole et bientôt la mise à disposition des aviculteurs de cartes professionnelles. Je salue cette idée parce que c'est une innovation. La carte va permettre de nous identifier. Auprès des banques, on pourra montrer la carte pour dire que nous sommes effectivement des professionnels. C'est la première fois en ce qui concerne le recensement des éleveurs. Ça nous permet d'avoir une visibilité de notre filière. En ce sens que
Sans recensement, il n'y a pas d'investissement correct. Selon le coordonnateur du RNPA, 83% des éleveurs financent eux-mêmes leurs activités. La filière avicole devrait être accompagnée par des banques, d'abord. Ensuite, l'État, en 2013, a mis en place un fonds de garantie du secteur avicole pour appuyer notamment les éleveurs dans la mise en place de leurs besoins en fonds de roulement et d'autres investissements justement qui peuvent être nécessaires pour l'extension de leur activité. L'ambition du gouvernement est claire. Favoriser l'autosuffisance en viande de volaille en Côte d'Ivoire. Le besoin minimum national s'élève en moyenne à 40 000 tonnes par an. La mise en œuvre du plan de stratégie de relance de l'agriculture assurera au secteur à l'horizon 2021 1,7 milliard d'unités d'œufs de consommation et une production de plus de 60 000 tonnes de volailles. Dans un premier temps, ce qui nous donnera en moyenne 2 kg par habitant par an. Et après, il va falloir que nous doublions cette offre parce que la moyenne au niveau africain, c'est 4 kg par habitant et par an. Le plan de relance de la filière avicole devrait contribuer efficacement à relancer les richesses générées par la filière avicole. En 2013, la contribution de cette filière dans l'économie nationale se situait entre 50 et 55 milliards de francs CFA. La deuxième édition des Journées ivoiriennes de la viande de porc et ses dérivés a débuté aujourd'hui et va prendre fin le 4 juillet prochain. C'est une initiative de l'interprofession porcine de Côte d'Ivoire en collaboration avec l'Association des docteurs vétérinaires. Ce rendez-vous qui vise à valoriser la viande de porc est placé sous le parrainage du ministre des Ressources animales et halieutiques, Kobenan Kwasi Adjoumani. Patrice Kwaku. La deuxième édition des Journées ivoiriennes de la viande porcine et ses dérivés JPORCI constitue une plateforme de promotion de la viande de porc. L'élevage moderne de porcins en Côte d'Ivoire est pratiqué par plus de 1300 éleveurs avec un cheptel de 53 500 têtes. La filière emploie 4 000 personnes de façon directe et 15 000 de façon indirecte. À l'exemple des pays développés, l'interprofession porcine entend faire de la viande porcine la protéine animale la plus consommée en Côte d'Ivoire. Je suis venu ici au JPORCI pour présenter notre expérience qui a été une expérience d'investissement où on a été accompagné par des financiers, par l'accompagnement aussi de l'État qui a fait très bonifier. Le thème retenu pour les JPORCI 2014 est « La viande porcine ivoirienne, la qualité garantie, de la ferme à l'assiette ». Il démontre tout l'intérêt accordé à la protection de la santé des consommateurs. Selon une étude menée dans le cadre de la politique agricole de l'UEMOA, les secteurs porteurs de croissance au niveau de l'élevage en Côte d'Ivoire sont l'aviculture et la porciculture, parce que bénéficiant d'une meilleure organisation des filières et des investissements publics et privés en croissance. Du 2 au 4 juillet 2014, en plus des expositions, plusieurs conférences débats vont meubler ces journées ivoiriennes de la viande porcine et ses dérivés. Entre autres thèmes, la conduite de l'élevage dans les fermes porcines ivoiriennes, l'appui des banques aux éleveurs porcins et la maîtrise des normes sanitaires dans le processus d'abattage des porcs en Côte d'Ivoire. Nous sommes en pleine saison pluvieuse. Les pluies diluviennes qui s'abattent sur la capitale économique ont occasionné de nombreux dégâts matériels et même des pertes en vie humaine. Nos reporters Moussa Konaté et Mamadou Kwasi ont fait le constat des dégâts causés par ces fortes pluies dans certains quartiers et communes du district d'Abidjan. Des habitations plongées dans l'eau dans ce quartier de la commune d'Abobo. Ce lac artificiel, occasionné par les fortes pluies, empêche les activités des populations. On fait comme on peut pour se débarrasser de l'eau. Quand l'eau vient, ça vient fort, de toute force. Ça veut prendre les enfants même partis. Même les grandes personnes. Hein? Regarde un peu, vous voyez la fenêtre qui est là. L'eau rentre par la fenêtre. Toutes nos affaires, tout est inondé. Tous nos habits, nos chaussures, tout. À la Riviera 3, dans la commune de Cocody, la clôture de cette maison n'a pas résisté à la force de l'eau. Rien n'a été épargné par l'inondation. Nous avons pratiquement tout perdu. Tout ce qui est dans le salon, les télés, la literie, la saison des pluies encore là. Et chaque nuit, on a peur. Toujours à Cocody, cette fois à Angré,
où on craint déjà le pire. Le mur de cette habitation est tombé à cause de ce trou béant qui s'agrandit chaque jour. On a une profondeur près de 9 à 10 mètres. Quand on vous dit que l'eau a pris cette hauteur jusqu'à ce niveau, c'est qu'il y a autre chose. Toutes les cités qui se trouvent à la 8e tranche, leur eau se déverse par ce passage. Il n'y a pas d'autre sortie, mais il n'y a pas de canalisation réelle d'eau. C'est-à-dire à chaque pluie, l'eau arrive à dégager une partie de la terre. Donc vraiment, c'est un problème qui nous dépasse. En clair, habitants des sites à risque ou pas, nul n'est à l'abri des énormes dégâts occasionnés par les pluies diluviennes. Les autorités ivoiriennes, quant à elles, accentuent la sensibilisation afin d'éviter d'autres drames. Le secrétaire général du RDR chargé de la mobilisation a rencontré aujourd'hui les secrétaires départementaux du parti et les membres du Rassemblement des femmes républicaines, le RFR. Philippe Legré entendait ainsi établir un premier contact avec ces structures spécialisées du Rassemblement des Républicains, mais surtout leur demander de l'accompagner dans la mobilisation en vue de garantir la réélection du président de la République Alassane Ouattara à l'issue de la présidentielle de 2015. Suivez ce reportage. À un an de l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire, l'heure de la mobilisation a sonné pour le Rassemblement des Républicains. Au cours d'une rencontre tenue ce mercredi à la rue Le Pic, le secrétaire général adjoint du RDR chargé de la mobilisation a mis les secrétaires départementaux du parti en ordre de bataille. Philippe Legré leur a demandé de s'approprier la mobilisation afin de garantir une victoire sans faille au président Alassane Ouattara en 2015. La mobilisation, je ne vais pas vous l'apprendre. Bien au contraire, c'est vous qui maîtrisez votre case. C'est vous qui maîtrisez l'environnement. C'est vous qui maîtrisez les cibles. C'est vous qui avez tout en main. Et c'est vers vous que je viens pour apprendre. Et pour que vous puissiez me dire à peu près comment ensemble nous allons faire pour relever la mobilisation. Après les secrétaires départementaux, c'était au tour du Rassemblement des femmes républicaines de recevoir le message de Philippe Legré, l'aider à mobiliser aussi bien les militants que l'ensemble des Ivoiriens autour de la réélection du président de la République. Les femmes du RDR ont mené un combat, un grand combat, dont le résultat est connu aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Et nous avons besoin encore qu'elles mènent ce combat-là, mais d'une autre façon pour pouvoir amener le président à être réélu et à être maintenu au pouvoir encore pour 5 ans. Les secrétaires départementaux et les femmes du RDR ont assuré le secrétaire général adjoint chargé de la mobilisation de leur soutien. Depuis le début de l'année 2014, le secrétariat régional du Lodjibois de l'Union pour la démocratie et la paix en Côte d'Ivoire, l'UDPCI, enregistre la venue de 500 nouveaux militants. Dans l'optique d'accroître cet effectif, le secrétaire régional et ses camarades mobilisent les troupes afin de mieux affronter les élections à venir. Une réunion de mobilisation s'est tenue récemment à Divo. Mamadou Kwasi. Une rencontre de vérité et de bilan à mi-parcours pour les militants du secrétariat régional du Lodjibois de l'UDPCI, Union pour la démocratie et la paix en Côte d'Ivoire. Il s'agissait pour le premier responsable régional du parti Arc-en-Ciel d'échanger avec les secrétaires des sections venus de Divo, de Lakota, de Gagnoua, de Oumé et de Guitry sur les actions à mener pour l'implantation véritable de leur parti politique. Au cours des échanges, Famoussa Koulibaly, par ailleurs secrétaire général adjoint de l'UDPCI, leur a transmis le message de la direction du parti. Celui de soutenir en 2015 la candidature du président de la République, Alassane Ouattara, lors de l'élection présidentielle. Pour les élections locales, il leur a rappelé que celles-ci restent ouvertes. C'est pourquoi le secrétaire régional a demandé à ses camarades de rester mobilisés en sillonnant tous les villages et hameaux pour faire adhérer le maximum de militants. Selon les secrétaires des sections, environ 500 nouveaux militants ont été enregistrés depuis janvier 2014. Chiffre que Famoussa Koulibaly a demandé de tripler avant la fin de l'année, car ils bénéficieront de moyens matériels pour mener ces campagnes de sensibilisation afin de promouvoir les idéaux du parti Arc-en-Ciel. L'ONG Search for Common Ground, en collaboration avec les sections de l'ADDR de San Pedro, Tabou et Diokwe, vient de tenir des forums relatifs au dialogue, à la cohésion sociale et au désarmement. Un moyen d'améliorer la compréhension du processus de désarmement, de démobilisation et de réintégration chez les ex-combattants. Kone Pagasoro, Abou Sanogo pour le compte-rendu.
Multiplier les forums de dialogue et d'échange entre les ex-combattants et la population. Organiser des sessions de formation en gestion de conflits, à la manipulation et à la citoyenneté sont entre autres quelques recommandations des résultats des différents forums d'échange sur la perception réciproque ex-combattants-population. Des forums réalisés sous la supervision technique de l'ONG Search for Common Ground. L'étude avait pour objectif de faire un état un peu de cette perception réciproque entre les ex-combattants et les communautés d'accueil pour essayer de comprendre comment sont leurs relations, leurs interactions, en vue de favoriser justement la réintégration pacifique, l'acceptation de ces ex-combattants au sein des communautés. À l'issue de ces forums à San Pedro, Tabou et Diokwe, les ex-combattants et les leaders communautaires s'engagent à soutenir le processus de désarmement. Nous sommes prêts à aller vers la paix, à contribuer même pour la paix, à sensibiliser nos amis qui n'ont pas encore compris, qui ont encore des armes, de venir les déposer. Des actions saluées par le représentant du directeur de l'autorité pour le désarmement, la démobilisation et la réintégration ADDR. Il y avait une difficulté à faire adhérer les ex-combattants issus des groupes d'autodéfense et des milices au processus. Donc il fallait un certain nombre d'informations pour nous aider à pouvoir acquérir leur adhésion à nos activités. Cette étude de base sur la perception réciproque ex-combattant-population s'inscrit dans la dynamique des initiatives nationales d'appui à la normalisation de la situation sécuritaire et de la cohésion sociale. À l'étranger, direction le Mali, où la vie reste chère malgré la baisse des prix de certains produits alimentaires. Au cœur du marché, la boutique numéro 124. Cheikh Mohamed ne parvient pas à écouler son stock de riz. Le prix du kilo est trop élevé pour le Malien moyen. Mais à cause de la guerre, mais ça a augmenté. C'est passé à combien? Bon, ça a passé à 400. Pratiquement un an plus tard, Cheikh Mohamed semble beaucoup plus serein. Les affaires marchent. Ce matin, nous avons livré 2 tonnes. Vous avez vendu 2 tonnes de riz? Oui, oui. Les clients sont relativement plus nombreux cette année. Le prix du kilogramme de riz est en baisse. Actuellement, le prix fait 300 francs le kilo. Donc on peut vendre 5 à 6 sacs par jour. Et l'année dernière, c'est à peu près combien de sacs? 2 sacs, 3 sacs. Le prix du mil a aussi baissé. Ce fonctionnaire vient d'acheter 3 sacs à raison de 18 000 francs CFA le sac. Un sac de mil coûtait 20 000 francs CFA l'année dernière. La baisse des prix des denrées alimentaires est en partie liée à la politique gouvernementale de subvention des intrants agricoles. Malik gagne 100 000 francs CFA par mois. Ce père de 4 enfants estime que cette baisse n'est pas suffisante. Et en plus de la nourriture, il y a les frais de santé, l'éducation des enfants, et puis l'électricité, l'eau, et le salaire, c'est peu. Donc avec votre salaire, vous ne pouvez pas vous en sortir? Non, on ne peut pas, c'est tout juste limite. Au Mali, c'est la Direction nationale du commerce et de la concurrence qui fixe les prix des produits de première nécessité. Ici, l'on considère que les prix actuellement appliqués sont corrects. L'idée d'une nouvelle baisse est donc écartée. Il faut éviter de baisser les prix de façon à décourager la production nationale. Parce qu'un pays doit avoir une vision et un objectif. Aujourd'hui, pour atteindre la souveraineté, il faut que l'on produise suffisamment au niveau national. Les Maliens sont en plein ramadan, période de prière et de charité. À défaut d'obtenir une nouvelle baisse des prix, ils réclament une hausse des salaires. Mais leur demande a peu de chances d'aboutir. Le Mali a maille à partir avec quelques bailleurs de fonds. Un jeune Palestinien de 16 ans a été enlevé à Jérusalem-Est et tué aujourd'hui. Ce drame intervient après le meurtre de 3 Israéliens en Cisjordanie. Mohamed Aboukder, âgé de 16 ans, a été kidnappé alors qu'il faisait du stop dans le quartier de Shoafat à Jérusalem-Est, occupé et annexé. Son corps a été découvert plusieurs heures après, portant des marques de violence dans la partie ouest de la ville. Ces femmes palestiniennes pleurent un adolescent retrouvé mort ce matin près d'une forêt de Jérusalem-Ouest.
Mohamed Abouher, 16 ans, a été kidnappé alors qu'il faisait du stop dans le quartier de Chouafat. Une voiture s'est approchée de lui, elle s'est arrêtée et 2 hommes l'ont emmené de force. Il a essayé de résister mais il n'a pas pu. C'est un jeune homme petit et frêle, ils ont réussi à l'enlever. Il s'agit d'un acte de vengeance présumé après le meurtre de 3 adolescents israéliens en Cisjordanie. Le gouvernement israélien a demandé l'ouverture d'une enquête après ce crime jugé abominable. Pas de quoi calmer la colère palestinienne. Depuis ce matin, de violents affrontements opposent des jeunes du quartier de Chouafat à des policiers israéliens à Jérusalem-Est. Jets de pierre, cocktails Molotov contre balles en caoutchouc. La rue s'enflamme. Il y a au moins 30 blessés palestiniens. De nombreux autres ont été arrêtés. Une tension de plus alors que le gouvernement de l'État hébreu mène une campagne contre le Hamas accusé du meurtre des 3 jeunes Israéliens. Nous avons déjà arrêté des centaines d'activistes Hamas, nous avons fermé des douzaines d'institutions, nous avons démoli des maisons, nous sommes toujours en action. Dans ce contexte, Washington a appelé Israéliens et Palestiniens à éviter de s'engager dans des actions qui déstabiliseraient la région. Je vous fais à présent lecture de ce communiqué du ministère de la Défense et du commandement supérieur de la Gendarmerie nationale. Il est porté à la connaissance des candidats au concours d'entrée dans les écoles de gendarmerie session 2013 que le résultat est disponible et peut être consulté au lieu suivant: le commandement supérieur de la Gendarmerie nationale au Plateau, la caserne de gendarmerie d'Agban, route du Zoo, l'école de gendarmerie nationale de Cocody, route de Bingerville, les escadrons de gendarmerie 2-1 de Yopougon et 4-1 de Koumassi, les états-majors des légions de gendarmerie de Daloa, Boaké, Korogo, Yamoussoukro et San Pedro. La rentrée dans les différentes écoles, Abidjan et Torogué, est prévue pour le samedi 5 juillet 2014 à 8 h. C'est signé par le général de division Kwasi Kwaku Gervais, commandant supérieur de la gendarmerie nationale. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme sur RTI 1.